Merci beaucoup. Alors, je pense que ça va apparaître, sinon... Il faut que j'avance? Ah ben voilà, très bien. Donc ça, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est le fameux synchrotron de Grenoble, le SRF, dont vous avez tous entendu parler, qui est un instrument essentiellement dédié à l'exploration de la matière et qui comporte, depuis sa création, une ambition de porter une recherche à intention médicale. Il existe donc une ligne qu'on appelle Biomedical Facility qui se situe ici et qui héberge à distance de l'anneau central, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, des laboratoires et surtout une salle d'irradiation qui accueille depuis maintenant plusieurs années des patients dans le cadre d'une expérience d'irradiation réelle avec le rayonnement synchrotron. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on peut favoriser le traitement de la tumeur en essayant de respecter au maximum les tissus sains, car cette balance tissu sain-tumeur est évidemment fondamentale en radiothérapie, et en se basant sur les propriétés physiques et sur les propriétés balistiques du rayonnement synchrotron. Alors d'abord, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le rayonnement synchrotron. Ce n'est pas très compliqué. Lorsque vous avez un électron de haute énergie qui est projeté dans la matière, c'est ce qu'on fait dans un tube à rayon X, il est dévié lorsqu'il passe dans le champ magnétique extrêmement intense qui existe entre le nuage électronique et les noyaux des atomes qui constituent la cible, et cette déviation, eh bien, elle provoque une perte d'énergie, et cette perte d'énergie apparaît sous forme de photons, et ce sont les rayons X. Donc ce phénomène, que j'ose pas dire naturel, mais qui est fait de manière, je dirais, empirique, avec une cible métallique, on peut le reproduire à très grande échelle, et c'est le but de l'ESRF, en déviant des électrons entre les deux pôles d'un aimant. Et cette déviation, eh bien, elle va se faire le long, à chaque fois qu'il y a un changement de direction, le long de l'anneau de stockage. C'est en fait ce que vous avez vu sur l'image de tout à l'heure, c'est l'anneau de stockage dans lequel circulent des paquets d'électrons à une vitesse pratiquement de la lumière. Et à chaque fois qu'on les dévie, eh bien, il y a génération de ce rayonnement synchrotron. Alors évidemment, depuis que les synchrotrons existent, on a optimisé cette fabrication. Et vous voyez que si au lieu d'avoir simplement un atome, un aimant qui dévie le paquet d'électrons, vous avez en fait un système d'aimants feuilletés avec nord-sud, 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 eh bien votre faisceau d'électrons va en fait vibrer. Au lieu d'être dévié, il va vibrer dans cette zone. C'est ce qu'on appelle un insertion device ou un wiggler. Et là, vous allez avoir une production de rayons X qui n'a absolument aucune commune mesure avec ce que vous pouvez faire avec un faisceau, avec un tube à rayons X. Sur ce diagramme, vous voyez la différence. Voilà le spectre que produit un tube à rayon X de 250 kV que vous pouvez avoir dans un scanner, dans un appareil de radiothérapie ancien. Et voilà la quantité de photons que peut produire le synchrotron de Grenoble. Et ceci va encore être augmenté de 2 ordres de grandeur avec l'upgrade de l'appareil d'ici 1 an et demi. Donc on arrive à une quantité de photons qui est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et on peut se permettre quelque chose qui est tout à fait pas économique, c'est de jeter à la poubelle tout ce qui ne nous intéresse pas et de garder uniquement les photons qui ont l'énergie appropriée. Autrement dit, on peut dans ce spectre, qui est un peu comme la lumière du soleil, un spectre continu avec toutes sortes d'énergie, on peut choisir une énergie qui nous intéresse et éliminer toutes les autres. Et ceci se fait avec un monochromateur, qui est en fait un système de 2 cristaux, et le rayonnement blanc arrive en rasant le premier cristal, il est réfléchi, puis une deuxième réflexion, et vous avez un faisceau qui devient pratiquement monochromatique. La largeur de la bande est de 40 électronvolts, c'est quelque chose de très très fin. Et on peut aller de manière presque continue, de 0 à peu près 100 kilo-électronvolts. Alors, ce faisceau de photons du synchrotron, il a des caractéristiques particulières qui ne sont pas du tout celles d'un bête tube à rayon X. La première caractéristique, vous l'avez compris, c'est la quantité, cette énorme fluence de photons. Mais une autre caractéristique, c'est le fait que ces photons sont cohérents et parallèles. Autrement dit, un faisceau issu du synchrotron, ce sont des photons qui sont parallèles. Si vous pouvez faire des faisceaux extrêmement minces comme une feuille de papier, eh bien ça ne va pas diffuser. Vous pouvez rentrer dans les tissus jusqu'à une certaine profondeur en gardant une extraordinaire cohérence de ces faisceaux, et ça va être quelque chose qu'on va utiliser, c'est une propriété balistique. Et enfin, le fait que vous pouvez choisir dans un domaine d'énergie qui est relativement restreint, de 0 à 100 kV, que vous pouvez choisir l'énergie qui vous intéresse, eh bien vous pouvez provoquer l'effet photoélectrique. Alors je vous renvoie à vos chères études très anciennes. L'effet photoélectrique, c'est
une interaction photon-matière où toute l'énergie du photon est absorbée par la matière et restituée sous forme de mouvement d'électrons. Donc c'est un processus qui, pour le coup, est extrêmement efficient et économique. Toute l'énergie photonique qui est absorbée est restituée sous forme d'électrons avec des énergies très variables. On peut avoir des cascades Auger, on peut avoir des électrons, des photons-électrons relativement de faible énergie qui vont déposer dans la zone immédiate de l'interaction cette énergie qui peut avoir un effet biologique important. Donc toutes ces propriétés sont investiguées et sont utilisées pour essayer de proposer des traitements innovants antitumoraux. Alors la première chose qu'on va essayer d'illustrer, c'est l'utilisation de modalités physiques d'application pour justement développer cet effet photoélectrique. On va s'intéresser à la manière de pouvoir apporter des atomes lourds dans la matière, voire des atomes lourds sous forme de nanoparticules. Alors, un petit élément important, cet effet photoélectrique ne se produit pas dans les tissus, même avec le rayonnement synchrotron, dans la mesure où l'effet photoélectrique ne se produit que lorsque vous avez la combinaison d'une énergie assez basse, mais de la présence d'un atome relativement lourd. La matière vivante contient des atomes qui sont légers, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, bien entendu, etc. Certains atomes sont lourds, comme le calcium. Les os vont absorber très électivement ce type de photons, mais pas les tissus normaux. Et si vous voulez avoir cet effet photoélectrique, il faut doper, il faut charger les tissus, il faut charger la tumeur avec des atomes lourds. Et ça, c'est donc un élément particulier de cette approche. Si vous regardez par exemple ce qui peut se passer pour de l'iode, c'est cette courbe-ci, ou pour du gadolinium, dont vous avez entendu souvent parler, soit sous forme de produit de contraste en IRM, soit même de nanoparticules, ou encore du platine qui existe dans le cis-platine, eh bien, toutes ces zones, 33, 50 et 78 keV, sont les bandes d'énergie les plus élevées à partir desquelles vous avez l'effet photoélectrique, notamment avec des transitions Auger dans ces cas-là. Donc au-dessous de ces énergies, vous allez avoir de l'effet photoélectrique qui va être extrêmement efficace pour développer de l'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme les phénomènes sont multiples, parce qu'il y a plusieurs couches électroniques sur un atome, bien entendu, ce n'est pas juste une raie d'énergie qui va être intéressante, c'est une bande d'énergie. Et par exemple, pour l'iode, eh bien, on peut utiliser une bande d'énergie qui va jusqu'à 80 keV pour pouvoir obtenir cet effet. Là, vous voyez, par exemple, en référence à l'eau, l'augmentation du dépôt d'énergie qui peut se produire. Vous avez un facteur largement supérieur à 2. Alors, pourquoi utiliser une bande large alors qu'on pourrait utiliser une bande étroite, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Parce que si on veut traiter des patients, il faut quand même que le rayonnement puisse pénétrer un petit peu dans les tissus, et pour ça, il faut avoir des énergies relativement élevées. Donc, on cherche à être le plus loin possible dans le spectre en haute énergie, mais en même temps de rester dans un domaine qui peut permettre l'effet photoélectrique. Ceci peut aussi être compensé par des atomes de plus en plus lourds, mais bon, on prend ce qu'on a, et l'iode est actuellement un des atomes les plus faciles à introduire dans l'organisme. On peut introduire du platine sous forme de cis-platine, on l'a fait in vitro, in vivo chez des animaux, ou du paraplatine. Et donc, avec ces différentes possibilités, nous avons mis en place depuis plusieurs années une expérience d'abord in vivo chez l'animal, qui est représentée ici, avec introduction d'une tumeur orthotopique, qui est le gliome F98, que vous voyez ici en image scanner chargé d'iode. Et les animaux sont traités avec du rayonnement synchrotron adapté à l'atome qui est introduit dans la tumeur sur le plan de l'énergie. Ce traitement expérimental nous a permis pour l'iode, pour le platine, mais aussi pour des éléments nanoparticules d'or, de montrer qu'on pouvait avoir une augmentation de l'effet antitumoral avec une préservation des tissus, puisque les atomes étaient directement injectés, soit par circulation générale quand ils peuvent se concentrer dans la tumeur, soit directement dans la tumeur lorsqu'ils ne le pouvaient pas. Une différence significative et intéressante par rapport aux animaux traités uniquement par irradiation et bien entendu par rapport au contrôle. Ça constitue, si vous voulez, la base expérimentale qui nous a permis plus tard et actuellement d'aller vers des essais cliniques. Chez les animaux guéris, car nous en avons eu un certain nombre, même une proportion assez importante, on constate à l'endroit de la tumeur une espèce de kyste correspondant à la détertion du tissu tumoral. Et on arrivait à des situations de guérison. On a gardé des animaux plusieurs années pour certifier ce résultat. Alors nous avons poussé ces travaux jusqu'à utiliser les nanoparticules. Vous savez que c'est un sujet qui est très prisé actuellement. Ce n'est pas facile. Il faut que ces nanoparticules puissent être administrées
par voie générale, sinon évidemment c'est compliqué de les injecter localement, et il faut qu'elles soient tolérables. Donc le travail que vous voyez ici a d'ailleurs mis en évidence que selon la taille des nanoparticules, si elles étaient très petites, elles étaient très toxiques, si elles étaient un peu plus grosses, elles étaient moins toxiques, et c'est avec des nanoparticules un peu plus grosses qu'on a montré qu'on pouvait avoir un effet similaire. Là vous voyez les deux courbes, radiothérapie exclusive, radiothérapie plus, enfin irradiation synchrotron plus irradiation synchrotron avec nanoparticules. La différence n'est pas significative, mais nous avons quand même réussi à démontrer la faisabilité de cette approche. Donc l'introduction d'atomes lourds peut permettre de traiter des animaux efficacement en tirant parti de l'effet photoélectrique grâce à la monochromatisation du rayonnement synchrotron. Est-ce qu'il existe d'autres modalités plus physiques ou physico-balistiques pour pouvoir utiliser le rayonnement synchrotron? La réponse est oui. Nous avons actuellement 2 pratiques qui sont en cours d'étude, dont la première même appliquée chez l'homme, et puis une qui est tout à fait exploratoire, qui n'est pas encore du tout appliquée en rayonnement synchrotron, mais que je souhaite vous signaler parce qu'elle est tout à fait adaptée à la nature de ces rayonnements. Alors, lorsqu'on arrive à introduire de l'iode dans une tumeur, et c'est quelque chose qu'on fait couramment, quand vous avez un scanner avec injection de produits de contraste, vous avez forcément de l'iode qui vous est administré. Pourquoi? Parce qu'elle va se concentrer transitoirement dans la tumeur et la rehausser et la mettre en évidence. Dans ces conditions-là, eh bien, le rayonnement va être capté par l'iode, comme je vous ai expliqué. Vous allez avoir une véritable optimisation de la balistique. Je dis souvent que l'iode est un adjuvant balistique du rayonnement synchrotron, dans la mesure où la tumeur devient opaque au rayonnement. Le rayonnement est capté à l'intérieur, il va guère ressortir, et vous allez avoir de cette façon-là une distribution de dose qui est aussi favorable, certes lorsqu'il y a une certaine quantité d'iode, aussi favorable qu'une radiothérapie en conditions stéréotaxiques avec un appareil médical. Voilà comment ça se présente. Vous avez un rayonnement qui s'absorbe assez vite, donc vous avez très rapidement une décroissance de la dose déposée dans les tissus, mais là où il y a l'iode, vous avez une capture de l'énergie qui est extrêmement forte, qui vous permet de déposer plus d'énergie que si vous aviez un rayonnement de haute énergie, ici symbolisé par la simulation des photons du cobalt. Et après la lésion, eh bien, vous avez un effondrement de la dose, vous n'avez quasiment pas de faisceau de sortie. Donc vous voyez qu'on peut avoir, par ce biais-là, en multipliant les faisceaux, une balistique qui est tout à fait intéressante. Et en pratique, on a proposé, et c'est ce que l'on fait dans notre étude clinique, de multiplier les portes d'entrée, on peut en avoir jusqu'à 10, qui vont irradier de manière concentrique la tumeur qui peut être localisée n'importe où à l'intérieur du crâne. Vous avez des portes d'entrée qui sont un petit peu surdosées à cause de l'os. Je vous ai parlé du calcium tout à l'heure, mais c'est uniquement dans la zone calcifiée. Ce n'est pas le scalp, ce n'est pas la méninge, ce n'est pas le cortex. Et vous avez le dépôt d'énergie qui est favorisé au niveau de la tumeur grâce au dépôt d'iode. Donc ce principe a été utilisé en clinique et je vous le montrerai tout à l'heure. Une autre manière d'utiliser le rayonnement synchrotron, donc cette première manière, elle mime en quelque sorte le traitement stéréotaxique, c'est pour ça qu'on l'appelait SSRT, Stereotactic Synchrotron Radiation Therapy. Une autre manière d'utiliser le rayonnement synchrotron, qui est beaucoup plus complexe sur le plan technique, qui est explorée depuis de nombreuses années in vitro et surtout chez l'animal, c'est les microfaisceaux. Pourquoi? Parce que le rayonnement synchrotron, comme je l'ai dit tout à l'heure, est cohérent. Donc vous pouvez le découper en microfaisceaux de quelques dizaines de micromètres d'épaisseur et il va garder cette cohérence dans une certaine profondeur des tissus. Autrement dit, ça ne va pas diffuser immédiatement, vous allez garder cette forme et vous pouvez irradier dans la profondeur avec des pics de dose, là où vous avez ces feuillets d'irradiation qui passent, et des trous de dose qu'on appelle des vallées. Et vous avez un certain fond de rayonnement diffusé. On peut donc prétendre vérifier ce que va donner ce type de traitement discontinu dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le fractionnement spatial. C'est un concept qui est très riche et qui, je pense, aura sa place un jour dans la radiothérapie, je dirais, de routine, mais on en est encore loin, mais c'est un petit peu, on est un peu en avance, bien évidemment. Donc, chez l'animal, on peut arriver à reproduire ce genre d'irradiation. Donc là, vous avez le type d'irradiation représenté sur un film gaphchromique, mais que l'on peut appliquer chez l'animal. Et la première chose qu'on a voulu montrer avec ce type de balistique, c'est la tolérance des tissus sains à cette irradiation spatialement fractionnée. Car l'idée, c'est que dans la zone où on a la dose, eh bien, il peut y avoir des destructions cellulaires, mais vous avez immédiatement après une zone qui est pratiquement totalement épargnée et qui peut éventuellement restaurer la fonction du tissu. Et de fait, on peut donner de cette façon, pourvu que la dose de base n'excède pas la dose de tolérance d'un tissu, au niveau des pics, on peut donner des centaines, voire des milliers de degrés, sans destruction fonctionnelle des tissus. Et ceci a été testé chez l'animal, notamment chez des mini-porcs. Vous voyez ici au niveau du cervelet
quelques mois après l'irradiation expérimentale, la persistance de ces traces qui correspondent donc à ces faisceaux en forme de feuillet. Là, vous les voyez de manière évidente. Et on montre qu'il y a dans ces zones un appauvrissement cellulaire. Il n'y a pas de destruction vasculaire. Les vaisseaux matures sont très résistants à ce process. Il n'y a pas de nécrose, etc. Évidemment, si vous élargissez les pics, eh bien, vous allez à un certain moment arriver à un phénomène de nécrose. Et ce phénomène apparaît environ à 1 demi-millimètre ou à 1 millimètre. Donc vous voyez qu'on doit vraiment rester dans des situations très petites. Mais ceci est possible avec le rayonnement synchrotron. Donc là, on vous montre sur une image de tissu les vaisseaux. Et si on regarde les noyaux cellulaires, vous voyez apparaître les traces du rayonnement, alors que les vaisseaux n'ont pas été détruits, ce qui montre que les vaisseaux sont résistants à cette irradiation lorsqu'ils sont matures. Des vaisseaux néoformés ou en développement sont sensibles à l'irradiation. Donc ceci a été testé chez l'animal. Comme vous le voyez ici, donc BB, ça veut dire broad beam, le faisceau large, le faisceau classique, et MRT, c'est le faisceau en feuillet, comme je vous l'ai montré. Et on a la possibilité, si on donne une dose de Vallée qui est égale en faisceau MRT à en faisceau large, donc si vous voulez, l'irradiation continue est la même, eh bien la partie pic qui est rajoutée, qui est là de 400 degrés dans les pics, eh bien, va rajouter un effet antitumoral, alors qu'on a une excellente tolérance des tissus sains. Donc ce principe semble avoir un effet différentiel entre les tissus tumoraux et les tissus sains. On peut faire une irradiation très proche de celle qu'on a fait tout à l'heure en SSRT, c'est-à-dire irradier l'ensemble de la tumeur à une certaine dose. Ici, une dose qui est faite donc en faisceau large de 3 fois 6 degrés. Et puis, on va rajouter un complément de dose, soit en faisceau large pour donner l'équivalent de ce que va donner la dose Vallée de la MRT, soit en MRT, en donnant dans les pics des doses très importantes. Et on va obtenir quand même un effet différentiel entre la situation où on n'utilise que des faisceaux larges et les faisceaux MRT. Donc, on a effectivement la démonstration que à tolérance du tissu sain égale, on a un effet antitumoral qui est supérieur avec cette manière très particulière de distribuer la dose dans l'espace. Ça, c'est la même expérience avec les courbes de survie. On peut croiser ces assemblages de faisceaux en feuillet de telle sorte qu'au niveau de la tumeur, il n'y ait plus de Vallée. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez obtenir dans la tumeur des doses absolument colossales. Et dans les tissus sains, l'entrée sous forme de faisceaux, de microfaisceaux avec la tolérance que je vous ai montrée. Ça, c'est des expériences qui, pour l'instant, sont faites que chez l'animal. Il n'y a pas d'expérience humaine pour l'instant. Lorsque l'on passera à l'expérience humaine, nous n'utiliserons pas des faisceaux sous forme de feuillet, mais sous forme de fil, et on balayera le patient, c'est-à-dire qu'on bougera le patient devant les faisceaux, de telle sorte que s'il y a des micro-mouvements, on ne passe pas d'une situation 2D à une situation 3D qui serait évidemment avec ces doses mortelles, mais d'une situation 1D à une situation 1D un petit peu tordue, si vous voulez, mais où les faisceaux resteraient écartés les uns des autres. Donc il y a une technique, une technologie à développer qui permet d'appliquer ces techniques de manière fiable et non dangereuse chez l'homme. Les doses absolument colossales que l'on peut délivrer en rayonnement synchrotron dans des espaces de temps qui sont très brefs. J'ai oublié de vous dire que les irradiations en microfaisceaux pour des problèmes de micro-mouvements sont quasiment instantanées. Elles sont faites en quelques fractions de secondes. Eh bien, c'est un outil tout à fait intéressant qui pourrait permettre de tester avec autre chose que les électrons, qui sont les outils d'irradiation Princeps de cette méthode. Vous avez peut-être entendu parler des travaux d'irradiation flash de l'Institut Curie. Eh bien, le rayonnement synchrotron pourrait tout à fait permettre de tester ces irradiations flash avec des photons, donc avec des rayons X beaucoup plus proches de l'irradiation classique. C'est une proposition, ce n'est pas quelque chose qui est fait actuellement. Pour terminer, 2 mots sur l'étude clinique qui est en cours. Depuis 2012, nous avons entrepris de tester chez l'homme la possibilité d'utiliser le rayonnement synchrotron. Nous avons choisi comme modèle les tumeurs métastatiques cérébrales, donc des patients qui ont des lésions endocérébrales, uniques ou multiples. Là, vous voyez chez le même patient 3 lésions qui ont une taille inférieure à 3 cm. Et une de ces lésions va être traitée par rayonnement synchrotron et, bien entendu, présence d'iode. Et les autres vont être traitées par le rayonnement classique au CHU. Alors, c'est en fait un mixte des deux. Nous n'avons pas substitué d'emblée toute l'irradiation classique par l'irradiation synchrotron. On le fait de manière progressive dans le cadre d'un essai contrôlé, évidemment, en étapes progressives et
chaque étape étant évaluée et vérifiée par un comité externe. Le principe est très simple, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. La tumeur est identifiée, on vérifie qu'elle puisse capter de l'iode avec un scanner injecté un peu particulier. On est capable de mesurer la quantité d'iode, donc on est capable d'en tenir compte pour la dosimétrie. On propose un assemblage de faisceaux qui est plus ou moins entre un faisceau et 10 faisceaux. Le maximum, c'est 10 faisceaux, selon la position de la tumeur. Une tumeur très proche du bord n'a pas besoin de 10 faisceaux. Elle peut être traitée par des faisceaux qui rentrent tout proches. Une tumeur centrale va être traitée avec 10 faisceaux. La dosimétrie est faite avec une technique de Monte-Carlo qui tient compte des caractéristiques très particulières de ce rayonnement que l'on ne peut pas tout à fait calculer de la même manière que d'habitude. Voici une des patientes qui a été traitée dans ce cas. Donc la chaise permet au patient de bouger devant le faisceau parce que ce n'est pas le faisceau qui va bouger. Le SRF, c'est tout à fait immobile, même si les particules vont très vite. Et donc le patient va bouger, soit pour avoir une imagerie hélicoïdale avec le rayonnement synchrotron, ça fait d'excellents scanners, ou bien pour avoir le traitement avec un système de balayage. Et là, vous voyez la lésion d'un patient qu'on a traité. Voici l'assemblage de faisceaux au synchrotron et la disparition progressive de cette lésion dans le suivi progressif. Actuellement, nous avons traité 13 patients. Le 13e a eu sa première fraction la semaine dernière, aura sa deuxième fraction demain. Nous sommes actuellement dans cette étude toujours avec de l'iode, avec une dose qui est au total de 14 Gray sur 33 pour l'ensemble du traitement et qui est faite en 2 fractions. Donc vous voyez, on progresse en dose et en nombre de fractions. C'est une étude de faisabilité, il n'y a pas d'objectif d'amélioration médicale chez ces patients, mais il n'y a pas non plus de détriment de toute évidence. Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le rayonnement synchrotron est arrivé jusqu'à la clinique. Nous avons un plateau technique à l'ESRF qui permet d'accepter des patients, qui permettra de développer aussi la MRT que je vous ai montré, voire pourquoi pas des irradiations flash. C'est un plateau technique unique au monde, il n'y a qu'à Grenoble que l'on fait ce genre de travaux. Donc c'est un plateau qui est ouvert et cette présentation doit aussi être, je dirais, une information comme quoi des propositions qui pourraient être faites pour développer des études cliniques avec ce rayonnement sont tout à fait intéressantes à accueillir et pourraient être développées à l'ESRF en passant par le CHU si des patients sont à accueillir, le CHU de Grenoble, pour pouvoir les traiter dans des essais prospectifs. La prochaine étape sera de proposer des traitements à intention, je dirais, curatrice chez des patients, c'est-à-dire ne pas traiter simplement des tumeurs qu'on sait traiter autrement, mais avancer un petit peu sur des maladies difficiles à traiter, toujours avec de l'iode, et puis dès que ça sera mûr, on s'intéressera aux nanoparticules et on essaiera d'introduire les nanoparticules dans cette approche qui est tout à fait adaptée, et puis plus tard, si c'est possible, traiter des patients en MRT, pas forcément des tumeurs. Ce système d'irradiation permet d'avoir aussi des modifications du tissu neurologique et il y a des propositions pour traiter des patients qui ont notamment des épilepsies résistantes en rompant certaines voies de communication entre les neurones sans détruire les neurones eux-mêmes, etc., etc. Voilà, je vous remercie. Beaucoup de gens, évidemment, ont collaboré à ces travaux, un très grand nombre de personnes, d'une part à l'Université de Grenoble, au CHU de Grenoble, l'équipe INSERM dont on fait partie depuis 2003, et évidemment tout le personnel qui a travaillé sur la ligne de lumière ID17 de l'ESRF, voilà, elle porte un nom, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Voilà, je vous remercie.